Alan Sérigny, toute votre vie, vous aurez été un passionné de l'Algérie française. Je rappelle un peu vos titres, ce que vous avez été. Entre 1941 et 1961, vous avez été le directeur de l'Écho d'Alger. Et vous avez cru longtemps à une Algérie éternellement placée sous le drapeau français. Était-ce possible? Oui, c'est exact. Vous le croyez aujourd'hui encore en 1975? Je le crois encore en 1975. Si d'aventure l'intégration qui avait été préconisée au moment du 13 mai 1958 et qui avait reçu une adhésion unanime des populations musulmanes et européennes d'Algérie avait été réalisée, je crois vraiment que cette population souhaitait cette intégration. Elle n'a pas été essayée. Et comme je l'écris d'ailleurs dans mon livre, si d'aventure cette intégration n'avait pas marché, eh bien alors, il aurait fallu s'acheminer vers une autonomie, voire même une indépendance, mais alors avec ceux qui étaient restés fidèles à la France, et non pas ceux qui s'étaient avérés comme étant ses pires ennemis. On n'a pas donné à choisir entre l'intégration et l'indépendance. Non. La question n'a pas été posée. Et vous pensez que s'il avait été posé, les musulmans auraient dit intégration? Or, tous les peuples, vous le savez, Alan Sérigny, veulent leur indépendance, maintenant. Oui, bien sûr. Mais leur indépendance, les peuples, d'abord le peuple algérien. Qu'était le peuple algérien? Il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle le peuple algérien. Le peuple algérien était composé d'abord d'une collectivité qui est la collectivité européenne, comme vous le savez. Cette collectivité européenne, qui était une collectivité de statut civil, et une deuxième collectivité, grande collectivité, beaucoup plus nombreuse que la première, la collectivité musulmane, composée d'ethnies parfaitement différentes, telles les Arabes, les Kabyles, les Berbères, disons les Berbères, puisque les Kabyles sont les Berbères, les Chaouïas des Aurès sont des Berbères, les habitants du Mzab sont les Berbères, d'ethnies différentes. Alors, le peuple d'Algérie, quand on parle du peuple d'Algérie, moi j'entends les deux collectivités. Et j'entends bien aussi que après que les verrous avaient sauté des deux protectorats, de Tunisie et du Maroc, Monsieur Nejlen disait quand les ailes bougent, le corps bouge, et plus tard Georges Bidault lui-même écrivait un livre qui s'intitulait L'oiseau aux ailes coupées. J'entends bien que le problème était délicat. Mais je crois que réellement, les populations d'Algérie, dans leur grande majorité, souhaitaient une égalité parfaite avec la collectivité européenne. Alors là, Monsieur Chancel, si vous permettez, là se passait une difficulté, qui était celle de la question de la religion. Car ce n'est pas un homme averti comme vous que j'apprendrai que l'islam n'est pas une religion comme les autres religions, la religion catholique ou la religion protestante. L'islam, c'est un code et une morale. Et vous savez combien les musulmans sont attachés à leur statut coranique, leur statut personnel, qui les faisait échapper en grande majorité, ceux qui possédaient ce statut et désiraient le conserver, aux règles de notre droit civil. Alors c'est la raison pour laquelle il fallait évidemment renoncer à une politique d'assimilation tant que les musulmans tenaient beaucoup à conserver leur statut coranique, mais alors pratiquer la politique que Jacques Soustelle avait parfaitement définie et qui s'appelait la politique d'intégration. Mais lorsque vous parlez du peuple algérien, Alan Sérigny, vous dites qu'il y avait d'abord la communauté française et ensuite les autres qui étaient bien plus nombreux. Je pourrais commencer, j'aurais pu inverser les rôles si vous voulez. Oui, dans ces cas-là, je crois que les choses ont été mal comprises et on retrouve maintenant une population, une communauté qui est celle des Pieds Noirs, qui est expulsée en fait et qui est en France. Mais l'avait-il compris ce qui allait arriver, les Pieds Noirs? Je pense que les Pieds Noirs savaient qu'ils allaient au-devant de difficultés, c'est certain. Mais voyez-vous, les Pieds Noirs pensaient tout de même que la France tutélaire, étant donné qu'ils avaient montré que ils avaient donné un exemple extraordinaire de patriotisme, c'est toujours ce que je redis, le plus bel exemple de patriotisme à l'égard de leur mère patrie, la France, ils l'avaient donné. Ils étaient persuadés que de leur côté, la France ne ferait pas preuve à leur égard d'un aussi abominable marque d'ingratitude que celle dont elle a fait preuve à leur égard. Et elle pensait qu'elle se rendait compte, les Pieds Noirs, et à commencer par votre serviteur, qui sans en être un, se considère comme tel, puisque je suis venu en Algérie. Vous aviez 3 mois.
6 mois, 8 mois. Ma prime enfance était passée là-bas. Pour moi, l'Algérie restera mon pays et la France ma patrie. C'est mon milieu ou la terre natale, c'était l'Alger. Comme vous, les Pyrénées, cher monsieur Chancel. Eh bien, voyez-vous, nous étions persuadés que la France nous aiderait davantage qu'elle a aidé cette Algérie. Et je suis assez bien placé pour le savoir, puisque j'avais voulu, passionné que j'étais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de cette Algérie, j'ai voulu mieux pénétrer, connaître ses problèmes, et c'est la raison pour laquelle j'avais sollicité un mandat à l'Assemblée algérienne. Que vous avez eu? Oui, bien sûr, j'ai été élu 2 fois à l'Assemblée algérienne, une première fois en 1948 et la deuxième fois en 1951. J'ai même été vice-président de cette Assemblée une année, à l'époque où M. Farès en était le président. Mais vous n'avez jamais affiché une attitude de neutralité. Vous êtes toujours battu avec obstination. On peut se demander même encore si vous ne vous battez pas. Non, je ne me bats plus, mais la page est tournée, elle n'est pas déchirée pour autant, n'est-ce pas? On est bien obligé d'une situation de fait, n'est-ce pas, qui est celle actuellement d'un pays indépendant, bien sûr. On ne peut pas réécrire l'histoire. Mais il n'en est pas moins vrai que nous sommes tous les pieds noirs qui sont ici, tous les Français d'Algérie qui ont été rapatriés dans les conditions que vous ne pouvez pas ignorer, qui sont trouvés sur le sol de la métropole, sont profondément amertumés, pour ne pas dire écœurés souvent de la manière dont leur problème n'a pas été compris. Lorsque Dominique Padeau écrivait, notre confrère Padeau écrivait l'autre jour qu'il faudrait avoir un rocher noir, disait-il, à la place du Caire, pour ne pas comprendre comment tous les pieds noirs, et voire même les musulmans qui sont ici, parce qu'on parle toujours des pieds noirs, mais n'oublions jamais ces âmes simples qui ont été si abominablement trompées, qui s'appellent les harkis, qui sont sur le sol de France. Eh bien, toutes ces populations d'Algérie qui sont ici en France, à majorité pieds noirs, bien sûr, eh bien, ont été très sensibilisés par le voyage qui vient d'être effectué ces jours-ci. Mais Alain de Sérigny, comprenez-vous aujourd'hui que tout cela était irréversible, que les choses devaient se passer ainsi, que c'était dans le cours de l'histoire? Non, je ne crois que l'abandon de l'Algérie, et cela est prouvé par les faits, est un abandon qui a été délibéré. Vous parlez d'abandon? Ah oui, je parle d'abandon délibéré. D'ailleurs, c'est le titre d'un de vos livres. C'est le titre du second tome de mes mémoires. Et si j'ai tenu à écrire ce livre, le premier d'abord et le second, eh bien, c'est surtout pour répondre, pour donner, si vous voulez, en France, une image de marque tout à fait différente de celle qui a été donnée par certains écrivains que je préfère ne pas nommer, sur les pieds noirs, sur leur mentalité, qui est une image de marque qui est complètement faussée. Alors j'ai pensé que, grâce à ce support extraordinaire, qui est la collection de mon journal L'Écho d'Alger, qui est le seul bien que j'ai sauvé de l'Algérie d'ailleurs, eh bien je me devais, lorsque l'éditeur, d'une manière très pressante, a sollicité de moi la rédaction de ses mémoires, je me devais de le faire, effectivement, non pas seulement pour les historiens, mais aussi pour rendre service à mes compatriotes. En fait, c'est une saga des pieds noirs. Comment? C'est une saga des pieds noirs. Si vous voulez, c'était ceci, je ne peux pas dire cela, parce que c'est le récit des événements, cher monsieur Chancel, de tous les événements que j'ai vécus pendant les 20 dernières années de l'Algérie, et qui sont les 20 années d'ailleurs durant lesquelles j'ai dirigé l'École d'Alger. Alors, je pense que ces événements relatés, classés, et au sujet desquels je ne redoute aucun démenti de qui que ce soit, d'ailleurs je n'ai jamais reçu une protestation de qui que ce soit, eh bien vont éclairer les jeunes, surtout les jeunes générations, pour savoir exactement les conditions dans lesquelles cet abandon, je dis bien délibéré, car il était délibéré, je le prouve, les faits le prouvent. L'autre jour, cher monsieur, je déjeunais avec le colonel Chrétien, le général Chrétien, qui était naguère colonel Chrétien à l'époque où il était chef du contre-espionnage de l'Afrique du Nord, à l'époque du général Végan. Nous parlerons peut-être tout à l'heure, je ne sais si vous me posez des questions à ce sujet. Mais je déjeunais avec lui, quand subitement un monsieur s'approcha de moi et me prenant la main, me serra la main chaudement en me disant « Remarquable votre livre, il est vraiment remarquable, je vous félicite, mais cependant il est très cruel. » Ce monsieur n'était autre que monsieur Maurice Schumann.
Évidemment, je me levais le remercier, le nouvel académicien de son compliment, de son qualificatif de remarquable, mais je ne pus m'empêcher de lui dire que quant à la cruauté, eh bien, c'était les événements que je relatais qui étaient cruels à l'égard de son idole et non pas même l'exégèse que j'en faisais. Alain de Sérigny, nous sommes aujourd'hui le 22 avril 1975, oui. Donc à un jour près, 14 ans après. Oui. C'était en effet le 21 avril 1961 le putsch d'Alger avec Salan, Jouot, Zeller, Chal. S'ils avaient réussi, où en seriez-vous aujourd'hui? Où en seraient les pieds noirs? Où en serait l'Algérie? Poser la question est plus facile que la réponse à donner. Vous y avez sans doute pensé. Parce que les choses seraient allées peut-être de la même manière un peu plus tard. Il est difficile, n'est-ce pas, de réécrire l'histoire et de supputer ce qu'aurait été cette histoire. D'ailleurs, les si sont toujours dangereux. Oui, les si, oui. Vous avez parfaitement raison. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, c'est le 21 avril 1961 que le putsch des généraux a éclaté, c'est-à-dire un mois, à peu près jour pour jour, non, un mois et demi après le verdict d'acquittement du procès des barricades. À l'issue duquel, je ne vous cache pas que j'avais l'intention de regagner Alger, persuadé qu'un monsieur acquitté avait été parfaitement libre et allait pouvoir prendre la direction de mon journal. Eh bien, c'était une illusion de ma part, car j'avais déjà reçu, alors même que le verdict n'était pas prononcé, une notification par le pouvoir, c'est-à-dire par le gouvernement de M. Debray et M. Charles de Gaulle, une notification d'interdiction de séjour en Algérie. Alors, je ne suis pas revenu en Algérie depuis que j'étais interdit de séjour en Algérie, c'est-à-dire depuis le jour où j'ai été transporté en avion dans les conditions assez curieuses de la prison de Maison Carrée à la prison de la Santé, où je suis demeuré locataire sans titre de l'État, si vous voulez, pendant 5 ou 6 mois, avec mes collègues. Alors, je reviens à votre question. Que se serait-il passé? Je crois que Izorni a eu raison, mon avocat, un de mes avocats au procès des barricades, quand il a écrit dans son livre, lui qui les juge, de dire que c'était trop tard, que c'était le 24 janvier 60, que sans coup d'État, sans coup férir, le pouvoir était porté de la main du général Chal. Et que le 21 avril 1961, c'était trop tard. Vous y avez cru, vous, au 21 avril 1961, vous avez cru à ce putsch? J'ai suivi, comme tout le monde, ce qui se passait. Je ne vous cache pas que je me suis réfugié dans la clandestinité à ce moment-là, parce que j'ai appris, alors que je me dirigeais vers Montecatini, sans savoir qu'il y avait un putsch qui devait éclater, pour suivre une cure en Italie, j'ai eu la mauvaise surprise, au moment de passer la frontière, de me voir retirer mon passeport sur ordre de M. Frey qui était ministre de l'Intérieur, et interdiction de sortir du territoire national. Alors j'ai cru bon de me réfugier dans la clandestinité, j'en dis pas plus à cette émission, jusqu'au moment où j'ai acquis la certitude que le pouvoir eut lui-même la certitude que je n'étais pour rien dans le putsch des généraux. Faute de quoi, j'aurais été certainement, comme on dit vulgairement, remis au gnou. Mais Alain de Sérigny, vous dites qu'à un certain moment, le général Chal aurait pu prendre le pouvoir. Vous faisiez confiance plus aux généraux, aux militaires qu'aux civils, parce que vous parlez de Jacques Soustelle, et parlant de Jacques Soustelle, vous dites le proconsul de l'intelligence et du courage. Oui. Ah non, mais alors Chal. Mais non, mais proconsul de l'intelligence et du courage, il faut situer le proconsulat de Jacques Soustelle, cher monsieur, dans son contexte et à l'époque où il a eu lieu. Oui, mais il aurait pu revenir après. Il aurait pu revenir après, mais bien entendu. Il est bien revenu au moment du 13 mai. Voilà. Après tout, le 13 mai était, que je sache, un mouvement révolutionnaire. Moi-même, j'ai écrit dans mon livre La Révolution du 13 mai que je n'étais pas tout à fait à mon aise quand le 14 au matin, j'étais convoqué par le général Salan qui m'a demandé de lui dire ce qui avait été convenu entre Jacques Soustelle, Léon Delbecq et moi sur ce qui était prévu le 13 mai. Et nous n'avions pas du tout prévu à ce moment-là que le gouvernement général de l'Algérie, le GG comme on l'appelait, devait être envahi par la Gaillarde. On ne l'avait pas prévu. Bien, quand un putsch réussit, tout va bien. Quand le putsch ne réussit pas, ça va très mal pour ceux qui en sont les instigateurs, ça, monsieur. Alain de Sérigny, vous avez à un certain moment pesté contre le pouvoir, pris à partie le pouvoir. Vous avez été incarcéré sous la double inculpation de
d'atteinte à la sûreté de l'État et provocation à la révolte. Êtes-vous encore aujourd'hui un révolté? Seriez-vous capable d'inciter à la révolte? Non. Je suis un résigné actuellement. Je n'ai pas du tout une âme de révolté. Quand vous me voyez prendre actuellement mon bâton de pèlerin, comme je l'ai dit, pour voir d'abord mes chers compatriotes d'Algérie. C'est pour défendre les pieds noirs. Ben oui, bien entendu. Et puis essayer d'agir, de leur dire qu'il est temps que mon livre soit non seulement lu par eux, car en le lisant, j'enfonce un grand coup de pied une porte ouverte, mais qu'ils le fassent lire à nos compatriotes de la métropole. À cet égard, je dois dire que j'étais un peu déçu, vous devez le comprendre, lorsque je me suis aperçu que la diffusion de mon livre, le tirage fixé par mon éditeur, s'avérait inversement proportionnel à l'insistance qu'il a déployée auprès de moi pour écrire ses mémoires et signer un contrat. Alors, enfin, les problèmes avec votre éditeur. Oui, ce sont des problèmes. Seulement, je suis obligé tout de même de. Vous pensez que ça visait les pieds noirs? Très près, n'est-ce pas? Et alors, je pense que les pieds noirs mes compatriotes d'Algérie, ont le plus grand intérêt à faire lire par nos compatriotes de métropole ce livre, car chaque fois que j'ai reçu une lettre d'un Français de l'Hexagone, si vous voulez, eh bien, je reçois une lettre d'un homme qui ne comprend pas et qui n'arrive pas à croire que ce que j'ai écrit est exact. Alors, je suis évidemment désolé qu'il n'y ait pas un grand débat sur cette question-là, voyez-vous. Vous pensez qu'un jour ce débat devrait avoir lieu? Ah oui, je l'ai demandé l'autre jour à monsieur Mario Bénard, car je me suis rendu à la Maison de l'Agriculture à la suite de la réception faite par monsieur Valéry Giscard d'Estaing, notre président de la République, des présidents des associations de rapatriés. Alors j'ai assisté à cette conférence de presse qu'ils ont donnée et j'ai demandé à monsieur Viard, qui est le président de l'Enfanoma, l'ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, qui avait d'ailleurs été membre de l'Assemblée consultative d'Alger, la fameuse période de 44, dont je parle dans le premier tome de mon livre, le commencement de la fin. J'ai demandé à M. Viard s'il avait l'impression que notre nouveau président de la République n'avait pas, qui se veut être l'homme du changement, n'avait pas chaussé les bottes de la gratitude de ses prédécesseurs. Enfin, c'est une phrase à peu près de ce genre-là. M. Viard, après quelques hésitations, m'a dit « Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas la certitude », m'a-t-il dit. Ce qui prouve que cet homme qui n'est pas un passionné, mais qui est un homme très froid, très détendu, mais enfin qui était doyen de la faculté de droit d'Alger et qui évidemment aime profondément son pays, le pays qui fut le sien, eh bien M. Viard était très déçu de cet entretien avec M. Giscard d'Estaing. Vous êtes Pardon, oui, continuez. Je vous en prie. Non, je voulais dire que nous ne tarderons pas à être fixés, car au moment où je vous parle, je pense que l'émission ayant été annoncée, de nombreux compatriotes d'Algérie, voire même des métropolitains, nous écoutent à l'heure actuelle, et je pense que nous ne tarderons pas à être fixés sur les intentions de M. Giscard d'Estaing à propos de ce dur problème des rapatriés ou des réfugiés, disons des réfugiés. Je dois vous dire à ce sujet quelque chose qui m'a frappé ces jours-ci. Je me trouvais à Béziers, dans un dîner de débat, et il y avait beaucoup de jeunes, ce qui m'a fait plaisir, car j'ai surtout écrit ce livre pour les jeunes. Pour les jeunes, oui, parce que les jeunes, la jeunesse restera la jeunesse, et elle cherchera toujours les voies de l'honneur, et elle cherchera à savoir la vérité. Alors, il y avait beaucoup de jeunes, et ces jeunes disaient, c'est gênant, on parle toujours d'indemnisation, on a l'air de mendiants, de quêter, l'aumône, etc. Et ils avaient raison, le mot est impropre. Il s'agit de réparation d'un préjudice abominable qui leur a été causé à ces Français d'Algérie. D'ailleurs, il y a une chose qui est curieuse, c'est que vous me demandiez si ce débat devrait avoir lieu. Oui, il devrait avoir lieu. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore lieu à la télévision. On a eu peur des blessures. On a peur des blessures, mais je crois que, je pense que il faut quand même que... Les pieds noirs le souhaitent-ils, oui, ils le dans leur ensemble? Je l'avais demandé à Mario Bénard, il m'avait promis d'intervenir pour qu'il y ait un grand débat télévisé. Je ne parle pas d'un débat où je figurais, je parle d'un débat où je serais présent, un débat où assisteraient tous les présidents des rapatriés, de manière à exposer très clairement au peuple français ce que ressentent tous ces rapatriés d'Algérie, cette amertume très profonde qu'ils sont en droit, cher monsieur, de ressentir. D'ailleurs, regardez la jaquette de mon livre.
Cette jaquette, je l'ai soigneusement, bien entendu, faite moi-même. Ce sont des extraits de l'Écho d'Alger que j'ai triés sur le volet, si j'ose dire. Regardez le verso avant le recto. Et vous voyez, en bas, Mostaganem, apothéose du voyage de Gaulle à l'Algérie. Oui, la France est ici pour toujours. J'entends encore De Gaulle pendant cette phrase. Et surtout cette phrase. À ce que vous avez fait pour elle, elle doit répondre en faisant ici ce qui est son devoir. Vous l'y mettez bien, en plus. Oui, fort bien, oui. C'est-à-dire que nous sommes de très vieilles connaissances. Le général de Gaulle et moi, nous sommes connus depuis 1943. Je parle d'ailleurs de mes démêlés avec de Gaulle. Et sans être Thierry Le Luron, on va effectivement bien reconnaître que j'ai un certain nom d'imitation. Mais vous aviez dit une fois, parlez vite, mon général. Oui, parlez vite. Après, vous l'avez attaqué. Je pense que vous avez bien compris que avez-vous été gaulliste? Le remords de ma vie. Mais je l'ai été lorsque j'ai lancé ce fameux appel « Parlez vite, mon général ». Je ne pouvais pas penser, pas plus que les pieds noirs et les musulmans fidèles à la France, qu'un képi étoilé allait nous berner et allait nous tromper dans les conditions aussi abominables dans lesquelles il nous a trompés. Je crois qu'à ce moment-là, il faut être précis. Je vais dire ce que vous dites d'une manière très précise. Ah mais oui, mais je vous en prie. Et j'emprunte en votre livre. Oui. Vous écrivez, en fait, De Gaulle, à un moment ou à un autre, aura trompé tous ses concitoyens, oui, civils et militaires, européens ou musulmans, supérieurs, égaux ou subordonnés. A-t-il poussé l'amour de l'art jusqu'à se tromper lui-même? Il y aurait matière à plaisanterie si tant de ruses n'avaient fait couler tant de sang et tant de larmes. C'est exactement ce que je pense, mais je le pense profondément. N'était-ce pas aussi la raison d'État? La raison de non, on n'invoque pas la raison d'État pour tromper ses compatriotes. La raison d'État a été évoquée trop facilement par Charles de Gaulle à propos d'abord du procès Pucheux que j'ai vécu à Alger et qui a valu d'ailleurs le départ de notre confrère Paul-Louis Brett, qui était directeur de France Presse, parce qu'il avait donné à la presse algérienne le compte-rendu à peu près in extenso des débats. Non, la raison d'État, non, de grâce, que de Gaulle, il l'a trop invoqué. On n'évoque pas cette raison d'État pour tromper ses compatriotes. Comme l'a écrit Schall dans son livre, le général Schall, on ne donne pas, on ne fait pas du mensonge le pain quotidien. Non, et lorsque il a le général Allard et le général Schall et autres généraux étaient chargés de dire de la part du général de Gaulle que jamais l'Algérie ne serait abandonnée par la France, alors qu'il savait délibérément qu'il avait trompé, délibérément. Vous me direz, cher monsieur Chancel, que je ne peux sonder ni les reins ni les cœurs, mais enfin, j'ai quand même apporté, j'ai sous les yeux ce petit livre que j'emporte dans toutes mes conférences. Très rare, c'est le livre de Jean Mauriac. Jean Mauriac était l'historiographe de Charles de Gaulle. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle Mort du général de Gaulle, dans lequel tout un chacun peut lire à la page 118 la phrase suivante. Devant François Gogel, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, il, de Gaulle, dresse une sorte de tableau d'ensemble de ce qu'il a voulu faire, de ce qu'il a pu faire depuis le 18 juin 40 jusqu'à son départ de l'Élysée. Alors je passe sur ce qu'il aurait pu faire en 40. De Gaulle aurait pu, disait-il, n'est-ce pas, Harry, il avait une politique pour arrêter Hitler, je cite Mauriac, page 119, j'en avais une, disait-il, pour soutenir victorieusement la guerre contre lui, j'en avais eu une en juin 40 pour la poursuivre. Bon, 3 petits points, je ne fais pas de commentaire, mais alors, là où le commentaire est grave, le commentaire est facile, trop facile, sur l'Algérie. Si j'avais dit, citation, si j'avais dit, c'est de Gaulle qui parle, en juin 58, que je voulais lui donner l'indépendance, j'aurais été renversé le soir même et je n'aurais rien pu faire. Mais j'ai toujours su ce que je voulais faire. Faut-il, cher monsieur, ajouter un commentaire, alourdir d'un commentaire inutile cette phrase qui prouve à quel point c'est lui-même qui l'a dit, que cet abandon de l'Algérie était délibérément arrêté dans son esprit quand il est revenu au pouvoir. Alors, je vous ai compris était une phrase politique. Mais bien sûr, je vous ai compris, et tout le reste, et l'escalade de la Duprie, dont mon livre fait état à propos de l'affaire Sissala, et surtout de l'intéressant entretien que M. Pinet, Antoine Pinet, m'a rapporté, qui est relaté dans ce livre, est à cet égard très significatif. Mais Alain de Sérigny, vous et les Pieds Noirs, vous pardonnerez un jour au général de Gaulle? Oh, je vais vous dire,
Moi, je suis, ma foi, et je ne peux pas parler au nom des pieds noirs. Ma foi, cher monsieur, me commande le pardon des offenses pour que moi-même, au soir de ma vie, je sois pardonné. Mais je ne me sens aucune qualité pour pardonner au général de... Je veux bien lui pardonner de m'avoir mis en prison, tout à fait d'accord. Tout le mal qu'il a pu me faire, même lorsque mon ami de Beaufort allait le trouver, le général de Beaufort, en lui disant « Mais voyons, l'état de santé de Sérigny est très mauvais », et qu'il répondait « Sérigny qui crève !» Eh bien, je veux bien pardonner au général de Gaulle, tout ce qu'il m'a fait, mais je ne me sens pas du tout qualifié pour le pardonner de ce qu'il a fait à mon pays. Ça, ce n'est pas dans mon pouvoir. Alors, vous répondre au nom des pieds noirs, je serais bien capable de le faire. Savez-vous, Alain... Oui, pardon. J'aurais bien aimé répondre à votre question, parce que nous avons peut-être enchaîné rapidement, si vous le permettez, oui, sur pourquoi le parler vite mon général. J'ai une explication. Parce que pour quiconque a lu le premier tome de mon livre, on n'arrive pas à comprendre comment l'Algérie, qui a failli être perdue en 43, 44, 45 par le fait de Gaulle, eh bien que celui qui en a été le témoin, comme je l'ai été, ait pu, en 1958, lancer cet appel parler vite mon général. Alors sur ce point, je désire vous préciser la chose suivante, eh bien c'est que les pieds noirs, ce sont des braves types, des naïfs, des grands patriotes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais des naïfs. Et ils ont cru à un moment donné... C'est un compliment que vous leur faites? Comment? Oui, c'est un compliment, oui. C'est un compliment parce qu'ils ne croient pas. Je vais leur appliquer ce que monsieur Georges Bidault m'a écrit à mon propos. Il me dit très gentiment, au fond, les erreurs que vous avez commises, Alain de Séry, viennent ces erreurs de cette sorte de préméditation qui est la vôtre dans la confiance que vous accordez aux hommes. Cette préméditation, c'est le terme qu'il a employé. Eh bien, je crois que mes compatriotes, n'est-ce pas, lorsque j'ai parlé de naïfs, je veux dire, ils ont eu confiance. Ils n'ont pas cru qu'on pouvait les tromper d'une manière aussi abominable. Et surtout que ce soit un général français qui puisse se tromper aux accents de la Marseillaise et sous les plis du drapeau tricolore. Alors, voyez-vous, je voudrais quand même alors répondre à votre question. Si j'ai dit parler vite mon général, eh bien c'est parce qu'en 1947, eh bien nous avons tous cru, au moment de la bataille du statut de l'Algérie, nous avons bien cru que l'Algérie allait être perdue, et De Gaulle à ce moment-là commençait sa longue traversée du désert, eh bien nous avons tous été persuadés que De Gaulle, tel Saül était devenu Saint-Paul. Il n'y avait pas plus Algérie française que ne l'était Charles de Gaulle. Il est venu à Alger en 1947 pour nous apporter un grand réconfort en nous disant que à jamais cette terre devait devenir rester française. Il s'est adressé à la collectivité musulmane comme à la collectivité européenne, préconisant lui-même le double collège alors qu'il avait amorcé en 1944 par cette fameuse ordonnance, le collège unique, qui avait pour but dans son esprit de noyer la collectivité européenne au sein de cette collectivité musulmane 10 fois plus nombreuse. Et alors, comprenez la réaction de mes compatriotes d'Algérie devant un certain Messali Hadj qui était, lui, xénophobe et qui n'admettait pas, lui, que les pieds noirs fussent les habitants de l'Algérie ne comprenaient pas que les pieds noirs puissent revendiquer l'Algérie comme étant leur pays, absolument pas. Pour Messali Hadj, l'Algérie était son pays, disait-il, l'islam sa religion, et puis l'arabe sa langue. Mais Alain de Sérigny, beaucoup de livres vont être écrits maintenant sur l'Algérie, et je ne sais pas dans combien de temps on pourra parler de l'Algérie sans haine. Mais ces livres vont faire le bilan et tout sera contradictoire. Vous le savez peut-être, un livre a été publié en Algérie, qui s'appelle d'ailleurs l'Histoire de l'Algérie, où il est dit qu'en 5 ans, il y a eu 1 million de morts algériens. Oui. Alors, vous pensez que, au nom de ce million de morts, les musulmans auraient choisi tout de même l'intégration? Non, ce million de morts... C'est un chiffre qui vient d'être donné. Le million de morts n'est pas du côté du GPRA, il y a eu 1 million de morts. Du côté du GEPA, je ne le crois pas. Non, c'est un livre qui donne ces chiffres. Qui donne ces chiffres. Ah bon, c'est pas moi qui les donne. D'accord. Mais écoutez, je pense que cette guerre de tout sera écrit, je veux dire par là que tout sera écrit d'un côté et de l'autre. Oui, mais bien sûr. Et il faudra retrouver la réalité des choses. Et je suis, moi, pour l'homme de la réconciliation, d'ailleurs, tout à fait pour la réconciliation. D'ailleurs, je vous dirais que j'en veux beaucoup moins, moi, au même, à monsieur Boumedienne, actuellement, qui est le chef de l'État algérien, que je l'en veux, moi, au propre pouvoir de mon pays. Et quand Jacques Soustel disait l'autre jour... Tout le problème est là. Tout le problème est là. L'autre jour, Jacques Soustel a dit, dans une interview que je n'ai malheureusement pas entendue, reprenant sans doute ce qu'avait dit M.
Poniatowski, revenant d'Algérie, M. Poniatowski avait dit il n'y a plus de contentieux avec l'Algérie. Moi, je me suis dit très bien, parfait. Alors, il y a donc un contentieux avec d'autres pays. D'ailleurs, entre nous, mon cher monsieur, je le dis, je dis entre nous, pour les spectateurs, les auditeurs qui m'entendent, les accords d'Évian ont été un abominable chiffon de papier qui n'avait pas plus de valeur que les accords de Paris signés par monsieur le Ductau, et ces accords d'Évian que l'on a fait ratifier dans ces comices par le peuple français du 8 avril 1961 n'avaient d'autre objet que de sauver la face de cet abandon délibéré de l'Algérie, puisque De Gaulle a remis l'Algérie clé en main au GPRA. Et comme l'écrit Charles très justement, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire que l'on voit un chef victorieux faire bénéficier de sa victoire son adversaire vaincu, et au plus grand dam, au plus grand détriment de ceux qui avaient été les artisans de cette victoire. C'est un cas unique dans les annales de l'histoire. Mais vous, Alain de Sérigny, à quel moment avez-vous cru vraiment que l'Algérie allait être indépendante? J'ai cru vous, le héros de l'Algérie française. Le 16 septembre 1959. Au moment du discours du 16 septembre sur l'autodétermination. J'étais beaucoup plus pessimiste que ne l'était Jacques Soustelle, puisque Jacques Soustelle hésitait pour savoir s'il allait partir ou pas. Il était ministre des départements d'outre-mer, s'il allait aux Antilles, où il devait faire un voyage. Mais dès le 16 septembre, lorsque les trois options ont été données de francisation, qui était d'ailleurs un mot barbare, et non pas le mot intégration, puisque De Gaulle, vous l'avez lu sans doute, dans son premier entretien, m'avait dit « Je vous fais venir pour attirer votre attention sur le fait que dans mes discours, je ne prononce pas le mot intégration », m'avait-il dit. Bon, il ne voulait pas employer ce terme, parce que d'abord, c'était pas lui qui l'avait inventé. Bon, premièrement. Deuxièmement, même s'il avait approuvé Jacques Soustelle lorsque Jacques Soustelle avait fait cette politique, puisque lui était décidé à donner l'indépendance à l'Algérie, et j'explique pourquoi dans mon livre, vous l'avez lu dans mon épilogue, pressé qu'il était de faire sa grande politique internationale, l'Algérie, pour employer l'expression de cet officier parachutiste à M. Nejlen qui l'a rapporté dans son livre, l'Algérie était le caillou dans la godasse du général. Il fallait s'en débarrasser rapidement pour faire sa grande politique. Bon, bien sûr. Et il a pensé, De Gaulle, que fort du royal cadeau qu'il allait faire au FLN, eh bien, le FLN est perdu de reconnaissance, allait lui ouvrir les portes du tiers-monde dont il aspirait à devenir le chef. Mais c'est le 16 septembre 59 que je suis rentré ouvertement dans l'opposition. Jusque-là, j'en ai appelé de Gaulle que je croyais mal informé à De Gaulle mieux informé, alors qu'en fait il était parfaitement mal intentionné à notre égard. Il a trompé tout le monde, et alors il a trompé tout le monde. Je dirais même qu'il a battu en brèche l'adage de Abraham Lincoln, rappelez-vous-le, cet Abraham et si plus tard disait on peut tromper tout le monde un temps, on peut tromper tout le monde quelque temps, mais on peut pas tromper tout le monde tout le temps. Il a trompé tout le monde tout le temps. Si on regarde l'histoire, les hommes politiques ont souvent trompé leur monde. Oui, mais et si plus tard l'histoire disait, oui, c'est ce qu'il fallait faire. Non pas pour vous, oui, non pas contre vous, mais au plan de l'indépendance des pays. Je ne sais pas, écoutez, je pense que voyez-vous, sur le plan de l'indépendance d'Algérie, oui, vous vous placez sur le plan de l'indépendance des nationalismes. Par rapport aux pieds noirs, je crois que les nationalismes du XXe siècle sont les fourriers du marxisme-léninisme. C'est mon opinion. Je pense que l'indépendance, bien sûr, la décolonisation, puisqu'il faut remonter au discours à la conférence d'Anfa, au discours de Roosevelt, la conférence de Brazzaville, etc. La décolonisation était un fait, mais je pense que l'Algérie devait faire exception à la règle. En tout état de cause, c'est ce qui avait été proclamé, dit solennellement et affirmé par son Premier ministre, qui est un véritable cas sur lequel je préfère ne pas insister, qui est Michel Debré. Je me suis demandé, j'ai souvent pensé à ce sujet de philosophie qui avait été donné à l'époque où je passais moi-même mon baccalauréat, c'était l'année précédente. S'il est des plaisirs pour les sens, il est des joies pour le cœur, mais il n'est de vrai bonheur que pour la conscience. C'est un beau sujet, mais à donner à des élèves de 16, 17 ans, c'est peut-être un peu jeune pour eux. Mais j'ai souvent pensé cela à propos de ce que je viens de vous dire de Michel Debré. Vous pouvez leur donner aux jeunes de 16 à 17 ans. Oui, mais bien sûr. Je me suis demandé toujours, quels pouvaient être les tourments
les remords de conscience que pouvaient être ceux de Michel Debré. Ce sont ses problèmes. En tout, c'est son problème, ça ne me concerne pas, mais j'aurais pensé... Un jour, peut-être pourrez-vous en parler avec lui, d'ailleurs. Oui, très volontiers. Je pense que le moins à l'aise des deux n'est pas peut-être ce que d'aucuns pourraient penser. Mais Alain de Sérigny, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes arrivé en Algérie, vous aviez 6 mois. 6 mois. Vous êtes né en Gironde, votre père était, je crois... Non, je suis né à Nantes au hasard des circonstances. Mon père était directeur de la Transat. Bon, les pieds noirs vous considèrent-ils comme un pied noir? Pour être pied noir, il faut être né là-bas. Mais bien sûr, ils me considèrent comme tel parce que mes enfants, d'abord, c'est amusant, je me suis marié à une nordique pied noir, aussi curieux que cela paraisse, puisque mon beau-père n'était pas le sénateur du Roux, comme beaucoup de gens l'ont dit. Mais mon beau-père était Monsieur Torp, consul général de Norvège pour l'Algérie. Ma femme est donc norvégienne par son père et danoise par sa mère. Mais elle est née en Algérie, ce qui me fait dire qu'elle est norvégienne pied noir. Mes enfants sont tous nés en Algérie. Moi, les souvenirs d'enfance, mais ils sont très précis. Je me vois me rendant au petit lycée le petit lycée d'Alger, accompagné de mon frère qui est âgé de 2 ans de plus que moi. Et nous allions ensemble à ce petit lycée d'Alger. J'ai tous mes souvenirs. Et lorsque nous avions de bonnes notes, c'était assez rare. Moi, je n'étais pas un très bon élève. Mon frère était beaucoup plus studieux que moi. Eh bien, nous allions à Tipaza. C'était tout un événement. J'ai tous mes souvenirs d'enfance sont là. Tant et si bien que quand je suis revenu en Algérie, alors que j'avais 22 ans comme secrétaire de la compagnie transatlantique, je suis revenu. J'étais enthousiasmé de revenir à Alger. J'étais accueilli par tous les amis de mes parents. Et maintenant, vous auriez envie de retrouver Alger? Ah non. Ce serait déchirant. Non. Je ne me vois pas me promenant dans les rues d'Alger devant ma maison que l'on m'a volée, mes meubles que je n'ai même pas pu retirer de chez moi. Et puis, non, pas du tout, non. Mais une fois... Vos enfants partagent ce... Nous avons tous la nostalgie de l'Algérie parce que nous sommes tous pris par il y a une marque, une empreinte de cette Algérie, n'est-ce pas, cette empreinte qui est une empreinte indélébile, n'est-ce pas. Les gouverneurs de l'Algérie qui sont restés 1 an, 2 ans ou 3 ans, eux-mêmes ont été frappés, envoûtés par cette Algérie. Il y a une espèce d'envoûtement de ce pays. Alors mes enfants souvent parlent de l'Algérie, nous en parlons souvent, mais ça dépend des jours, ça dépend des états d'âme. Mais Alain de Sérigny, pour moi, non. Au moment où tout allait bien, il ne vous arrivait pas parfois de parler avec les Algériens et de leur dire peut-être un jour serez-vous à notre place? Mais jamais de la vie, je n'ai jamais pensé à cela, parce que pendant les 8 années durant lesquelles j'ai siégé à l'Assemblée algérienne, mes collègues musulmans étaient mes amis, nous étions tous une fraternisation existait, et pas dans les mots, mais dans la réalité. J'avais de grands amis. Vous savez qu'à un moment donné, on m'a présenté comme un afro-colonialiste, l'homme de je ne sais trop quel... Alors que on a tout dit, on a même dit tueur, oui. Assassin. Je me suis consolé un jour. Vous avez fait d'ailleurs un procès, je crois. Oui, non, c'est-à-dire que j'avais fait un procès à Gumoleux, oui, passons. Mais enfin, je me suis souvent consolé avec un mot que l'on prête à Confucius, je ne sais pas si Confucius a prononcé, lorsque un jour, derrière les barreaux de la santé, je lisais certains articles qui étaient très venimeux à mon endroit, ce qui n'était pas d'ailleurs un signe de courage de la part de tel ou tel confrère à mon égard, puisque je ne pouvais pas répondre. Eh bien, un de mes amis me dit, mais il ne faut pas oublier ce mot de Confucius. Et Confucius aurait dit, de même qu'on mesure la hauteur d'une tour à la longueur de son ombre, on mesure la valeur d'un homme au nombre de ses ennemis. Alors j'ai trouvé à ce moment-là que j'avais pris une certaine plus-value qui m'avait réconforté dans une certaine mesure. Alors, oui, revenir en Algérie, il y a des jours on a envie d'y revenir et d'autres, non. Je crois que je n'y reviendrai pas. Au dernier moment, peut-être, je ne sais pas. Si vous souhaitiez revenir en Algérie, y seriez-vous accepté? Ah, je n'en sais rien. Ça, je ne sais absolument pas si j'y serais accepté. Ce que je sais, c'est que, je vous le dis confraternellement, je vous ai dit tout à l'heure, je voulais beaucoup plus au pouvoir qu'aux musulmans, mais aux tenants du pouvoir. J'ai des raisons, d'ailleurs, moi, tout à fait particulières. Parce qu'enfin, lorsque Charles de Gaulle m'a traduit, j'étais victime d'une lettre de cachet de sa part, incarcéré à la santé pendant donc 6 mois, et que le juge d'instruction avait beaucoup de mal à bâtir ces chefs d'inculpation, puisque mon dossier, j'avais un énorme dossier vide, effectivement. J'ai à ce moment-là
l'écho d'Alger, j'ai donc été acquitté, et ayant été acquitté, l'écho d'Alger n'a pas été supprimé. Imaginez un seul instant que j'avais été condamné. Si j'avais été condamné, que se serait-il passé? Eh bien, le journal aurait sauté immédiatement. Bon, la peine accessoire aurait sauté. Mais je n'ai pas été condamné. Pourtant, De Gaulle voulait ma condamnation et celle du colonel Garde. Il avait fait venir, par l'intermédiaire de M. Michelet et de M. Mesmer, le procureur en disant qu'il fallait absolument que je sois condamné. J'ai été acquitté. Mais un mois après le putsch des généraux, eh bien, il a pris sa revanche. L'écho d'Alger n'a fait que de l'information et l'écho d'Alger a été supprimé au lendemain du putsch des généraux. Pourquoi donc? Mademoiselle Zévaco, qui dirigeait l'écho d'Alger, après que son père avait été abominablement assassiné, ainsi que son fils, par les Fellaga, cette héroïne que Nicole Zévaco, qui dirigeait l'écho d'Alger, a fait strictement de l'information, mais immédiatement, il a supprimé l'écho d'Alger en 61. C'est pas en 62, au moment de l'indépendance. Par conséquent, ce journal, c'est bien moi j'ai rien à faire, même avec monsieur. Mais vous n'auriez pas pu Boumedienne. faire en France un journal qui aurait été la suite de l'écho d'Alger? Vous y avez pensé, un journal pour les pieds noirs? Mais j'avais pensé à un moment donné ramener mon matériel et tout le matériel de l'écho d'Alger. Mais il se trouve que l'écho d'Alger était réquisitionné par les militaires pour être mis, après la veille de l'indépendance, entre les mains du Moudjahid. Bon, maintenant, Alain de Sérigné, je ne sais pas si vous avez vu comme moi une émission qui est passée à la télévision où l'on apercevait des pieds noirs qui retrouvaient Alger, qui redécouvraient leur maison, qui entraient dans leurs appartements qui étaient occupés par des Algériens et qui semblaient contents de revenir d'abord, et je suis persuadé que si vous y reveniez, vous seriez content de retrouver ce pays de votre enfance, et qui s'étonnaient que à l'intérieur, tout soit propre, tout soit net. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce reportage. Non, je l'ai pas vu, le reportage. Très franchement, quand je vois ces reportages sur l'Algérie, j'ai tellement mal au cœur que... Alors, dans combien de temps pourra-t-on regarder tout cela d'une manière sereine? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, je pense que le jour... Les petits-fils des pieds noirs? Peut-être, les fils, les petits-fils, c'est possible. C'est possible. Pour le moment, je pense qu'il s'agit de cicatriser les plaies qui sont encore béantes. Et il appartient au chef de l'État de le faire. Ça, j'attends ça demain avec beaucoup d'intérêt, l'émission qu'il va donner. Nous avons été très déçus par son voyage en Algérie. Qu'attendez-vous de lui? J'attends de lui d'autres déclarations que celles qu'il a faites, qui m'ont vraiment surpris, très désagréablement surpris, et tous mes compatriotes d'Algérie, lorsqu'il les a faites sur un ton qui n'est pas son ton habituel, car il est toujours très calme, très serein. Il est très remarquable, sa dialectique, et je ne la jalouse pas, mais je l'envie. Eh bien, vraiment, il avait l'air furieux, et nous n'avons pas compris qu'il ait choisi Alger, l'ambassade d'Algérie, devant M. Boumedienne, pour répondre sur un ton très sec qu'il avait tenu ses promesses et qu'il mettait au défi qui que ce soit de lui dire qu'il ne les avait pas tenues. Moi, j'attends autre chose de M. Giscard d'Estaing. J'attends autre chose. Je pense que cet homme est un homme qui doit avoir du cœur. Autre chose? Mais j'attends, monsieur, que la guerre, c'est un acte politique. L'abandon de l'Algérie est un acte politique. J'attends que la nation qu'il vaille faire prendre par la nation les réparations, les dommages de guerre, en quelque sorte, qui ont été causés par l'acte politique de la nation. C'est-à-dire que tous les biens de ces rapatriés doivent être absolument évalués et on doit les indemniser de ces biens. Je pense que c'est bien le moins que l'on puisse faire. C'est ce qui s'est fait après la guerre de 14-18, rappelez-vous-le. C'est en 1930, je crois, que tous les dommages de guerre ont été réglés. Eh bien, il y a eu un acte politique. Monsieur Viard l'a très bien écrit, ces jours-ci dans le Figaro. Cet acte politique engage la nation et j'attends du chef de l'État qu'il veuille bien reconnaître que les conséquences de cet abandon ne doivent pas être subies par les seuls rapatriés d'Algérie ou réfugiés d'Algérie, comme on voudra, mais par la nation tout entière. Alain de Sérigny, vous pensez que dès lors que cet acte politique sera réalisé, oui, les choses iront beaucoup mieux? Je crois que les choses iront beaucoup mieux. Je le crois certainement. Un nouveau départ. Il y aura peut-être un nouveau départ, vraisemblablement, et je vous répète pourquoi tout cela est très important. Je tiens à vous le dire. Parce que tous mes compatriotes d'Algérie, sans exception, estiment que les accords d'Évian ont été un chiffon de papier. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais vu un acte quelconque du pouvoir exigeant que ces accords d'Évian fussent respectés. Jamais. Nous ne l'avons vu. Par conséquent, je vous ai dit tout à l'heure, nous les assimilons au papier, aux accords de Paris de M. Le Ductot, pour sauver la face de qui? Du général de Gaulle, qui voulait l'abandon de l'Algérie. Bon. Dès lors que
les indemnisations, l'indemnisation aura été réglée, ce problème de l'indemnisation. Disons, c'est un mauvais terme. Je devrais employer la réparation du préjudice moral et matériel qui a été causé à cette population d'Algérie qui, je le répète, a fait preuve d'un patriotisme inégalé. Vous avez 176 000 Européens d'Algérie et du Maroc et de Tunisie ajoutés à 53 000 musulmans qui ont été libérés la France. Et c'est sans doute pour cela que dans cet élan de sincérité, je vous disais tout à l'heure que Charles de Gaulle avait dit « à ce que vous avez fait pour elle, elle doit faire son devoir ». Mais eh bien, au moment ce devoir, nous l'attendons. Mais au moment où tout allait mal en Algérie, vous pensiez en effet que vous alliez perdre ces villes, ces territoires que vous aimiez, où vous aviez passé vos enfances. Les Algériens eux-mêmes, les Algérois auraient-ils pu prendre les armes, ce qu'à un certain moment Salan souhaitait? Mais l'OS, mais bien entendu, les Algérois... Non, pas seulement l'OS. Comment prendre les armes. Mais, cher monsieur... Vous battre. Avez-vous eu l'intention, une seule fois, de vous battre à la place de ceux qui venaient de France? Mais je vous dirais, mais je vous assure, c'est une question très importante. Comme dirait un de mes amis, c'est vraiment une question à 100 francs, si j'ose dire. Elle est très importante. Et j'apprécie beaucoup que vous me la posiez, monsieur Chancel, cette question. Nous avons demandé... Au lendemain du 13 mai 1958 et surtout après cette fameuse manifestation de fraternisation qui reste inoubliable, nous avons demandé à ce que tout le contingent revienne en France après d'avoir témoigné sa reconnaissance, car je n'oublie pas que Guy Mollet a été à ce moment-là vraiment a fait preuve d'un très grand patriotisme. Bon, nous avons demandé le retour, et nous avons demandé quoi? Notre mobilisation générale. Nous avons demandé notre mobilisation générale, nous avons demandé que les parachutistes restent avec nous, et la Légion étrangère. Nous n'avons jamais obtenu satisfaction. Cela, les Français de France ne le savent pas. Il était bon que je leur dise. Bon, alors Alan Sérigny, avant que de vous recevoir, j'ai reçu... énormément de lettres, de pieds noirs d'abord, qui disent dites bien que nous avons souffert, que nous n'avons rien contre les musulmans, oui, contre les Algériens, mais que nous avons beaucoup à dire contre le pouvoir. Oui. Puis il y a également d'autres lettres avec des mots très précis, des lettres qui disent les pieds noirs souffrent d'avoir tout perdu, c'est vrai, c'est triste, mais cette terre ne leur appartenait pas. Qu'avez-vous à répondre? Mais cette terre ne leur appartenait pas. Mais à qui appartenait-elle, cette terre? Je regrette de ne pas avoir sous les yeux, mais je tiens beaucoup à ce livre, un livre qui s'appelle L'Algérie ancienne et moderne, édité en 1843, qui était à ma grand-mère. Et dans ce livre, édité en 1843, dans l'avant-propos, l'auteur écrit, c'est un certain Galibert, écrit « Depuis 13 ans que nous nous battons sur ce sol d'Algérie et que, mon Dieu, depuis 13 ans, la lutte continue sur ce sol d'Algérie, de ce pays qui ne s'est jamais appartenu à lui-même et dont les populations se sont toujours montrées rebelles à toutes les dominations, j'emploie le terme puisqu'il est employé, étrangères, quelles qu'elles soient, depuis la carthaginoise, depuis Carthage, jusqu'à la domination, c'est ainsi rédigé, alors je le répète, française. Quand une voix auguste se fit entendre, celle de Louis-Philippe, qui disait aux chambres réunies, cette terre doit à jamais rester française, car ce pays ne s'est jamais appartenu à lui-même. C'est fait affaire à Tabas lui-même qui disait, j'ai interrogé l'histoire, j'ai été dans les cimetières, et il n'y a jamais existé une patrie algérienne. On ne se bat pas pour un mythe, pour une patrie qui n'a jamais existé. Pourquoi est-ce que l'Algérie appartenait davantage aux Arabes, qui, comme dirait M. de la Palisse, venaient du désert d'Arabie? Les seuls autochtones qui auraient pu revendiquer l'Algérie comme leur pays, c'est les Berbères, c'est-à-dire les Kabyles. Mais les Arabes, je ne vois pas pourquoi, puisque les Français pouvaient revendiquer l'Algérie. Pourquoi? Donc, au nom de qui et de quoi? Si l'on suit d'un peu près les événements, si l'on regarde les choses telles qu'elles se sont passées, on peut dire que les Algérois, les pieds noirs, sont à l'origine de la patrie algérienne d'aujourd'hui. Pourquoi à l'origine de la patrie algérienne? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de pieds noirs, vous voulez dire il n'y aurait pas eu cette guerre d'Algérie, il n'y aurait pas eu l'indépendance ensuite. Oui, mais alors que se serait-il passé depuis 1830, cher monsieur? Ce n'est pas un usage que l'interviewé
interroge l'intervieweur, bien sûr. Mais là, nous rentrons dans le domaine des scies, auquel vous faisiez très justement. Oui, mais c'est important quand même le domaine des scies, car vous avez travaillé avec des scies longtemps. Si le complot des généraux avait réussi, auriez-vous pu vivre sans la France en Algérie? Je ne pense pas que nous aurions vécu sans la France, mais je pense que la France aurait pu prendre conscience de la nécessité de garder l'Algérie. Car enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Charles de Gaulle qui l'a dit même en 61, et c'est pour ça sans doute que mon livre n'a pas les faveurs de la télévision. Regardez donc la jaquette, le recto. Pourquoi vous n'êtes pas invité à la télévision? Non, malgré tous mes efforts auprès de Pivot, de Marcel Pivot, de monsieur Marcel Julien, il n'y a rien à faire. Non sum dignus intrare. Alors, je ne suis pas digne de rentrer à cette télévision. Mais, je crois vous avoir entendu, j'en parlerai. Non, j'ai jamais pu à la télévision, mais ce que je souhaiterais surtout, c'est qu'il y ait un débat télévisé, que je vous disais tout à l'heure, que j'ai demandé à monsieur Mario Bénard des rapatriés, c'est encore beaucoup plus important que mon livre. Mais enfin, le général de Gaulle a dit, le 18 mars 1957, ces richesses vont changer les conditions matérielles et morales des Français. Il s'agissait du pétrole. En disant, la France, c'est une très grande chose qui est née, c'est une grande chance de notre pays. Nous avons rencontré, je l'entends dire, bien des vicissitudes à travers notre histoire, des hauts et des bas comme on dit. Il nous arrive quelquefois d'avoir de la chance et je crois que celle-ci arrive au moment où il fallait absolument qu'elle arrivât. Voilà ce qu'a dit De Gaulle. Rien n'existerait sans la puissance et les éléments de la puissance, on est en train de les retrouver. C'est une importance immense pour le Sahara, disait De Gaulle lui-même, pour l'Afrique du Nord, et d'une importance immense pour la France. Dans notre destin, cela peut tout changer, et je crois que cela commence déjà tout à changer. On se demande, on croit rêver. Le drame, je crois, Alain de Sérigné, est dans justement ces rapports humains. Un peuple qui a perdu un territoire et un peuple qui a pris son territoire. Ce sont des hommes. Exactement. Oui, mais d'un côté comme de l'autre, plus tard, peut-être, on fera le point et on le fera mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, car les blessures sont quand même encore très fraîches. D'un côté et de l'autre. Je crois, mais vous avez raison. Vous avez raison, je ne vous contredis pas là-dessus du tout. Mais je crois que le gouvernement de notre pays a vraiment un grand devoir à accomplir, c'est de mettre de l'huile dans les rouages et non pas de l'huile sur le feu. Lorsque vous dites, Alain de Sérigné, que vous n'êtes pas reçu à la télévision, c'est que peut-être il y a beaucoup de livres sur l'Algérie, qu'on a beaucoup raconté sur l'Algérie, qu'on a beaucoup dit, et qu'à chaque fois que l'on dit, il y a tellement de témoignages contraires ou tellement de gens qui veulent venir témoigner et donner leur avis, que l'on n'en finit pas. Un débat peut-être un jour, mais un débat ouvert sur l'avenir. Oui, sur l'avenir. Alors comment voyez-vous l'avenir, vous? L'avenir, les pieds noirs sont maintenant insérés dans le contexte. Je ne suis pas très optimiste sur l'avenir parce qu'il faudrait dépasser le cadre de l'avenir de l'Algérie. Il faudrait voir l'Occident. À l'heure actuelle, l'Occident est évidemment très malade et je regrette beaucoup que le livre de mon ami Geoffroy de la Tour du Pin, qui devait sortir, seulement il devait sortir le 21 avril 1961, n'ait jamais vu le jour. Il était mis au pilon, j'en ai quelques exemplaires. Et en manière de conclusion, il écrivait dans son livre, l'Algérie, c'est beaucoup plus que l'Algérie. Il disait ceci, notamment que la France était un pays qui avait un record au monde. Elle est, depuis qu'il y a des hommes, la seule nation qui réussit à perdre 4 empires. Le royaume franc de Jérusalem, puis en moins de 200 ans, de 1763 à nos jours, les Français ont dû abandonner l'Inde, le Canada, sans compter la Louisiane, disait-il, et plus tard, cédé plus tard par Napoléon Ier, ensuite l'Europe impériale, et enfin les colonies d'Asie et d'Afrique conquises par la Troisième République. Et il termine son livre en disant ceci. Il se plaignait, bien sûr, de voir, il était anxieux à la pensée de la sécession qu'allait se produire. Et il termine son livre en disant ceci. Louis Pauwels répète qu'il n'arrive jamais aux hommes ce qu'ils méritent, mais ce qui leur ressemble. La France, honnêtement et raisonnablement, ne pouvait pas exiger, écrit Geoffroy de la Tour du Pin, de M. Pierre Mendès France, de M. Edgar Faure et de leurs successeurs, qu'ils fussent tous jolis garçons. Point à la ligne. C'est pourquoi les Français ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes si un beau jour, au miroir que leur tend le destin, ils s'aperçoivent tout à coup qu'ils sont devenus laids. Tout cela pour vous dire que je partage entièrement le point de vue de mon ami Geoffroy de la Tour du Pin, qui, comme vous le savez, était l'héritier de Chateaubriand à Combourg, où il a bien voulu entreposer d'ailleurs ma collection d'Écho d'Alger, ce qui me fait toujours dire qu'elle se bonifie chez Chateaubriand. Pardon, je vous en prie. Vous craignez pour l'Occident?
Ah, je crains beaucoup pour l'Occident. Je crains beaucoup. Je crois que tout ce Vous craignez ou vous avez peur? Comment? Je crains et j'ai peur en même temps, car je pense souvent aux jours les plus sombres du bas empire romain, à l'époque où l'on redoutait les invasions. Je trouve certaines... Sérigny, peut-être pourra-t-on répondre à cette question. Pourquoi n'êtes-vous pas reçu à la télévision? Demain, mon invité, ce sera Jacques Salbert. À demain, bonsoir.